On recommence. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait configuré Firebase par rapport à notre projet. La même procédure que vous allez suivre pour configurer vos propres projets avec Firebase. Mais avant d'aller plus loin, on avait dit qu'il faut toujours vérifier quand vous terminez la configuration, lancer le projet pour savoir si la configuration a réussi ou la configuration n'a pas réussi. Si la configuration a réussi, le projet va s'exécuter correctement. Mais s'il y a un problème, le projet sera bloqué. Mais il faut toujours vérifier. Quand le projet est bloqué, il faut regarder toujours le message d'erreur. Est-ce que le problème provient de la configuration de Firebase ou peut-être c'est ton émulateur qui a une version inférieure par rapport à certaines librairies que nous avons intégrées dans les projets. Raison pour laquelle les gens qui ont suivi ces vidéos qu'on avait données pour la configuration, toute la configuration était bonne. Mais lorsqu'on a lancé pour la première fois, ça ne marche pas. Pourquoi? La version des API qu'on avait intégrées dans notre émulateur était inférieure par rapport à l'API qu'on a déclarée dans le fichier de configuration d'Android côté projet. Vous avez même vu ça dans les projets, là où on retrouve la version minimum du projet. C'est cette version minimum qu'on peut changer manuellement ou on peut laisser comme ça. Raison pour laquelle même dans les vidéos, je vous ai montré comment changer l'émulateur, changer la version d'Android par rapport à votre émulateur. J'ai montré cette étape au niveau du support. Donc, si on continue, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit maintenant voir comment on crée une base de données avec Firebase et on envoie les données. Mais avant d'envoyer les données, il serait mieux qu'on doit créer des objets ou encore des constantes qu'on va chaque fois utiliser lorsqu'on veut envoyer une donnée vers Firebase. Ça peut être, on peut envoyer une photo, on peut envoyer un élément au niveau de la base de données, on peut encore se connecter sur Firebase avec authentification. Au lieu que chaque fois on déclare l'objet, la même objet plusieurs fois dans notre projet, il serait mieux qu'on déclare tous les objets quelque part. Chaque fois on aura besoin d'utiliser une instance de cet objet, on fait appel. C'est ça la meilleure façon. Au lieu d'aller chaque fois, on a besoin de faire peut-être X éléments. On reprend la création de cet objet, on perd le temps. Qu'est-ce qui est recommandé? On va créer une nouvelle classe dans les dossiers libres. D'abord, c'est un fichier d'art. On va appeler ce fichier comme constant. À l'intérieur de ce fichier, on va déclarer toutes nos variables nécessaires qui sont des objets. On va appeler chaque fois on veut faire une action bien déterminée par rapport à l'objectif du projet. Premier élément qu'on va déclarer, c'est l'authentification, une variable qui sera utilisée chaque fois qu'on aura besoin de se loguer ou de se déconnecter. Malgré on n'est pas encore arrivé à ce niveau, mais on peut déjà prévoir cette variable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire Firebase comme nom de l'objet. Pour nous rappeler que sera utilisé pour l'authentification, on ajoute le mot auth comme authentification. Et puis ensuite, on va déclarer l'objet. On va déclarer l'objet. Oh, clavier. On déclare, on crée maintenant l'objet. On va dire Firebase. Firebase. Et vérifier si c'est en minuscule ou en majuscule. Firebase. Point. C'est en majuscule. Firebase. Auth. Point. Instance. Donc, pour être sûr, il faut vérifier si on avait déjà importé
les différents paquetages de Firebase à partir de la bibliothèque. Je crois qu'on avait fait ça. On doit les vérifier déjà dans pipspec YAML. Dans Firebase hot, donc on va créer un objet de cette classe. Ici, ça ne sert à rien de bloquer. Tu peux afficher à côté le nom de l'objet, mais coder le reste, ça demande des algorithmes. Donc, Firebase hot, jusque-là, ça ne le retrouve pas. Pourquoi? On doit importer. Il ne voit pas ça. Est-ce que on a bien écrit? C'est F minuscule ou F majuscule? Ça, c'est l'objet qu'on a créé. Non, 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 non. C'est une variable. Un objet var Firebase hot. C'est notre objet qu'on veut créer. Égal Firebase hot. Maintenant, on va dire instance pour créer l'instance. Dans chaque fois, on aura besoin de s'authentifier. On va faire appel à notre objet Firebase hot. Grâce à cet objet, on aura accès à toutes les méthodes qui sont prévues dans Firebase hot, qui gère tout ce qui est authentification sur Firebase. Deuxième constante qu'on va créer, un objet qui va nous relier avec notre système de gestion des bases de données. On va nommer cet objet Firebase. Non, je préfère qu'on nomme. Non, on peut mettre Firebase Firestore. Firebase Firestore égale Firebase Firestore. Là, c'est pour la base de données. On crée l'instance par rapport à ça. Et plus loin, si on regarde, on se souvient de notre projet, on avait donné quelque part la possibilité de prendre une photo. C'était ça, non? Dans cette vie, on suppose que plus loin, on aura aussi besoin de loger cette photo quelque part. Donc, on doit aussi prévoir un objet on va chaque fois utiliser si on veut envoyer un fichier. Donc, on va créer la variable Fire. On peut dire quoi? Cloud Firestore, ça dépend de ce qu'on va dire. Donc, non, on peut dire Firebase Storage, stockage des données. Firebase Storage. On déclare instance. Donc, ça va nous éviter, chaque fois on veut faire une action en rapport avec un élément ici, de créer encore l'objet. On va tout simplement l'appeler pour l'utiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? À prévoir une classe qui sera utilisée pour sauvegarder les données qui sont saisies à partir du formulaire collègue. C'est ça le premier formulaire qu'on avait fait. Pour enregistrer, si on se souvient bien, on avait récupéré les données, mais on n'avait pas sauvegardé parce qu'il n'y avait pas un système de gestion des bases de données. Pour sauvegarder nos données facilement, on va aussi créer un package. On va nommer notre package contrôleur. Donc, un contrôleur, vous le savez, c'est tout simplement une classe
qui permet de gérer tout ce qui est traitement dans un système. Si vous fonctionnez dans les modèles MVC, il y a des vues, il y a des modèles, il y a des contrôleurs. Donc, cela veut dire aucun élément peut se réaliser sans passer par les contrôleurs. Maintenant, à l'intérieur, pour chaque entité qu'on aura dans notre application, on va créer son propre contrôleur. Par exemple, ici, on a prévu qu'on gère les collègues. On va créer un contrôleur pour la gestion des collègues. Si on regarde ici, on avait prévu plus loin de gérer les enseignants. On peut aussi créer un contrôleur qui gère les enseignants. C'est dans cette logique. Donc, maintenant, on va ajouter notre premier contrôleur pour les collègues. C'est un fichier d'arc. On va nommer collègues pour nous rappeler, c'est pour la gestion des collègues. On crée un fichier d'arc nommé collègue contrôleur. À l'intérieur, nous allons créer une classe. Le nom de la classe, ça sera contrôleur. C'est quoi? Collègue contrôleur. Maintenant, c'est dans ce contrôleur, on va implémenter toutes les méthodes qu'on a besoin. On peut enregistrer, on peut modifier, on peut supprimer, on peut rechercher. Donc, toutes les méthodes que vous avez besoin pour manipuler les collègues, c'est là où vous allez déclarer toutes ces méthodes. Nous allons travailler la méthode qui permet d'enregistrer. C'est ce qu'on va travailler. Or, pour envoyer les données vers Firebase, pendant que notre application est en train de tourner, il doit se synchroniser avec Firebase et envoyer les données. Donc, c'est mieux de mettre cette tâche comme une tâche asynchrone. Donc, ça ne bloque rien pendant que les données sont en train d'être transférées vers Firebase. Et puis, lorsque l'envoi sera terminé, il serait mieux pour nous, notre fonction qu'on va déclarer nous renvoie un message. Par exemple, on peut dire l'opération est réussie, mise à jour effectuée avec succès. Ouais. Donc, cela veut dire qu'on va créer une méthode qui renvoie un résultat. Je crois que vous maîtrisez la programmation orientée objet. Pour la programmation orientée objet, donc, on va créer une méthode qui renvoie un résultat du type string. Le résultat du type string, ça peut être l'opération A réussie. Ça peut être mise à jour effectuée. Et comme on a dit, ça sera une tâche asynchrone. Les données seront renvoyées vers Firebase pendant que l'application est en train de tourner. Dans notre méthode qui retourne un string, on peut dire que c'est une méthode du type futur. Ça, on est en train de se comprendre. Donc, l'action est en futur. Pendant que nous sommes en train d'envoyer les données qui est asynchrone, on attend à la fin pour recevoir un résultat du type chaîne de caractères. Donc, on va déclarer ici futur. On attend comme valeur de retour string. Mais le nom de la méthode, nous allons dire ajouter ajouter collègue. Ajouter, c'est dans le sens d'enregistrer un collègue. C'est dans ce sens. Comme il y aura plusieurs fonctions à créer à l'intérieur, pour ne pas oublier que c'est la fin d'ajouter, je peux dire ici fin de la méthode
ajouter collègue. Donc ça, s'il y a plusieurs méthodes que vous avez déclarées, vous avez la facilité de savoir ça commençait ici, ça terminait ici, ça commençait ici, ça terminait à tel niveau. Mais comme nous avons dit, la méthode retourne un string. Cela veut dire à la fin ici, on doit retrouver le mot-clé return. Mais return doit être accompagné de la chaîne qu'on veut envoyer en retour. Quelle est la chaîne qu'on veut renvoyer en retour? On peut aussi déclarer cette chaîne string message. Point virgule. Et ici, on va retourner notre message. Si nous regardons ici, ça nous dit nil est interdit. Comment on autorise la valeur nil? On met point d'interrogation ou encore c'est correct comme ça. Les gens qui révisent. Ou point d'interrogation, c'est ici. Ou encore, vous pouvez encore faire directement, vous pouvez l'initialiser par une chaîne vide. Comme ça. OK. On peut dire provisoirement, bon, on l'initialise. Et c'était comment? Point. On va vérifier à la fin si ça va marcher ou pas. Try. Parce que lorsqu'on se connecte à une base de données, l'opération peut réussir ou ça peut échouer. D'où on doit prévoir la gestion de l'exception. Try et catch. Si il y a exception, on doit mettre dans la variable message. Quel est le message qu'on va mettre? Échec ou encore problème rencontré. Quel est le problème qu'on vient de rencontrer? On va dire please et point to string. On dit à l'utilisateur, le problème c'est à quel niveau? Mais s'il n'y a pas de problème, cela veut dire que nous sommes dans try. Je reviens ici, qu'est-ce que ça dit? La valeur qui est introduite, c'est un string. Mais ça retourne un futur. Bon, on va voir jusqu'à la fin. Si ça change, il y a toujours un rouge, on va modifier. On revient ici. Maintenant, on doit créer, on doit faire appel à une méthode de Firebase Firestore qui permet d'ajouter un élément dans notre base de données. D'ajouter un élément, on peut se mettre le commentaire pour aider les autres. Les commentaires, ça sera quoi? Création ou encore appel et la fonction pour ajouter un élément dans la table. Pour aider bateau, par exemple, en difficulté sans commentaire. Bateau a difficulté. Donc, message qu'on a retourné, sans doute toujours nil, parce que c'est un futur. Oh, pourquoi ça renvoie toujours une erreur? Nous avons dit l'action, c'est futur, c'est ça, non? On avait déjà souligné ça. C'est une tâche qui est future. On doit mettre quoi? Asynchrone. Mais est-ce qu'on a déjà inséré le mot asynchrone? Non. Dans notre méthode ici, on va dire que c'est une méthode qui est asynchrone. Async. Voilà. Jusque-là, pas de problème.
Mais il y a toujours un message rejeté. On va le vérifier à la fin si ça va disparaître ou ça va rester. Si ça reste, on cherche la solution. Mais avant d'implémenter la méthode pour ajouter les données, on revient d'abord dans notre console Firebase. On revient ici, dans notre console Firebase. On revient dans notre console Firebase. Vous devez activer notre base de données. On doit l'activer. Firebase doit comprendre que vous avez besoin de travailler avec Firebase Firestore. Sinon, on risque d'envoyer les données sans l'existence d'une base de données. Donc, on doit accéder à notre projet. Et au niveau du projet, quelque part, c'est marqué créer. Cherchez là où on a mentionné Firestore Database. Vous cliquez. Pour moi, c'est déjà disponible parce que j'avais tout fait les étapes de configuration. Chez vous, ça va vous renvoyer la première fenêtre qui vous demande de créer la base de données. Vous êtes sur cet écran. Chez moi, j'ai déjà passé cette étape. Mais chez vous, c'est la première fois. Donc, ça vous demande de créer la base de données. On est au même niveau. Pour vous aider, ceux qui sont, parce que moi, je suis un peu décalé avec ça, je peux vous aider à voir ce que nous sommes en train de faire à partir de la note. La note là, c'est où encore? E. C'est ça? Ah non, c'est pas ce fichier. Comme chez moi, déjà configuré, je préfère vous montrer ce que vous devez voir sur votre machine. Voilà, on est ici. Donc, lorsqu'on clique sur Firebase Database, on doit se retrouver comme ça. Ça attend qu'on commence la procédure d'activation. Chez vous, si c'est marqué essayez maintenant, qu'est-ce qui est marqué chez vous? Créer une base de données. OK. Cliquez sur créer une base de données. Lorsque vous cliquez sur créer une base de données, ça va vous demander de préciser la localisation de la base de données. L'emplacement. Sélectionnez l'emplacement par rapport à votre pays de choix et plus proche de votre ville. Une fois que vous avez sélectionné, cliquez sur suivant. Pardon? Là, tu devez choisir la RDC. RDC, je ne crois pas que ça existe là-bas.
notre pays a beaucoup de problèmes, même jusqu'à côté connexion. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, dans certains sites, on écrit toujours Zaïre. Nous sommes tous au même niveau, comme ça. Maintenant, vous sélectionnez votre localisation et ensuite, lorsqu'on passe à l'écran suivant, ça nous demande, nous voulons créer notre base de données directement en mode production ou en mode test. En mode production, cela veut dire les utilisateurs finaux de l'application vont commencer directement à consommer votre application et les données seront transférées sur Firebase, alors que ce n'est pas le cas. L'application ne commence jamais directement en production. Il faut donner des périodes de tests. Tu testes toi-même, tu termines, tu laisses une période pour les utilisateurs de tester. Si tout est OK, à ce moment, on peut dire on peut passer à la production. Donc, pour l'instant, on va travailler en mode test. Valider test. Et puis, vous cliquez sur créer. Une fois que vous cliquez sur créer, maintenant, on sera au même niveau. Au même niveau, c'est ici. Vérifiez que vous êtes au même niveau que moi. Ça va? Maintenant, comment on va créer notre base de données? Notre table. Ce qu'il faut savoir avec Firebase, notre base de données ou encore nos tables sont sous forme de collections. Je crois que tout le monde connaît ce qu'on appelle collection en programmation. C'est tout simplement une structure de données sous forme de maps ou encore de matrices, si je dois encore aller plus loin, comme étant des vecteurs, où on a la clé et une valeur. Donc, les champs, ça sera comme des clés, et les données qu'on va envoyer, ça sera des valeurs. Flou, ça va. Oh, eza luna te, yo na moni ozotala la série. Maintenant, on va créer manuellement pour essayer un peu de comprendre ce qu'on est en train de créer. Cliquez sur collection, commencez une collection. L'ID de la collection, on va dire collègue. Et on clique sur suivant. L'ID de la collection, c'est comme le nom de notre table. Donc, les données qu'on va saisir dans le formulaire collègue, ça doit être stocké dans la table collègue. C'est ce qu'on veut lui dire. Maintenant, en respectant la structure de la base de données, on doit avoir un champ qui doit être identifiant, et puis compléter le reste des champs. Quand on avait supposé qu'on a parlé des collègues, on suppose que ça peut être des anciens collègues ou des collègues en cours. Donc, ça sera difficile pour nous de connaître le matricule du collègue, c'est ça, non? Nous, au lieu de dire matricule, on n'avait pas prévu ces champs. Si on se souvient bien, nulle part dans notre interface qu'on avait fait, il n'y avait pas quelque part matricule. D'où, au lieu de dire matricule, on peut dire un champ ID. Mais ce champ ID doit être alimenté par un numéro auto. Le système doit générer pour nous un numéro identifiant à la place des matricules. Donc, on va dire ici champ ID. Pardon. D'abord, on dit, ça le génère automatiquement. Premier champ, on va dire nom du type string. Ça, c'est pour vous montrer comment notre table va se présenter. On va l'écraser. Parce que les données vont provenir à partir de l'application. On peut dire le nom, c'est Koutangil, par exemple. Ajouter. On avait un champ poste, non?
Ayoya. Suivant, on avait un champ prénom. David. Et puis, on avait un champ contact comme téléphone. On peut mettre n'importe quel numéro. Donc, 81 296 15 56. Et puis, on sait que la personne aura toujours une photo. On peut ajouter le champ photo. Pour l'instant, on n'a pas de photo. On peut enregistrer. Mais si on regarde côté type de données, il y a tout. Il y a les number, il y a les booleans, il y a les int, il y a les strings. Il y a beaucoup de types de données. Je peux enregistrer. On attend quelques secondes. Voilà. Le système a créé pour nous notre table collègue avec l'enregistrement à l'intérieur. Jusque-là, on a une seule donnée qui vient d'être envoyée. Mais en réalité, les informations ne seront pas saisies manuellement. Elles doivent être envoyées à partir de l'application. Mais si nous avons fait de cette manière, c'est uniquement pour vous montrer comment la collection se présente, comment notre table sous forme d'une collection se présente. Comprendre un peu et puis rentrer côté code pour travailler de sorte qu'on envoie les données à partir de l'application. Avant d'envoyer à partir de l'application, on attend que tout le monde soit au même niveau, qu'on puisse réellement comprendre comment on crée une table en Firebase. On est au même niveau. OK. Ça, c'était juste l'exemple pour vous illustrer ce qu'on appelle collection. Comment nos tables seront côté Firebase. Mais en réalité, on doit travailler côté Flutter pour envoyer les données. Donc, on peut nettoyer cette table. Je viens ici. On supprime. Ça nous demande de saisir l'ID de la table, c'est collègue. Et puis, le bouton supprimer est activé. On supprime. Voilà. Comme c'est supprimé, on peut rentrer maintenant côté Flutter. On va maintenant créer une fonction qui va aller envoyer les données dans Firebase. On avait créé un objet qu'on avait appelé ici Firebase Firestore, qui représente pour nous l'instance Firestore Database qu'on vient d'activer de l'autre côté. Maintenant, si on revient ici, nous allons écrire Firebase Firestore.collection. Collection, là-bas, lorsqu'on avait fait la collection, on avait nommé comment? Collect, cela veut dire c'est la table. Collect, nous allons dire ici collect. Donc, allez dans la table collect. Si ça n'existe pas, il va automatiquement générer cette table. Ensuite, nous allons créer un document. Comment doit être nommé ces documents? Parce que chaque document, lorsqu'on crée, ça doit avoir son propre identifiant pour éviter la confusion entre les enregistrements. Je préfère que l'identifiant qu'on va donner aux collègues soit aussi l'identifiant du document. On est d'accord? Si c'était le matricule, le même matricule sera l'identifiant
de cet enregistrement. Ça sera aussi l'identifiant du collègue qu'on va enregistrer. Et cet identifiant, lorsqu'on avait fait côté Firebase, on avait dit que ça doit être généré automatiquement. Donc, comment générer un identifiant automatiquement côté Flutter? Il y a plusieurs possibilités. Moi, je préfère qu'on utilise UUID. Vous connaissez ça, non? Ah, mais beaucoup cela IP c'est ma camo. Ah. Donc, UUID, ça fait partie des composants qui permettent de générer certains numéros automatiques. Comme on fait par exemple des numéros de la banque. Ça génère un numéro pour vous avec un nombre de caractères. C'est ce qu'on va demander au système, notre système de le faire. Donc, pour l'utiliser, on doit aller sur Firebase, pardon, dans pipspec, pip quoi? Pipdev pour chercher la dépendance et l'intégrer dans notre projet. Donc, nous allons dans pipdev. Chercher UUID. So, si pour moi, on a les bosso, c'est comme UUID. Donc, on valide. Il est en train de chercher. Voilà. Si on regarde bien, il a retrouvé plusieurs versions. On va chercher la version que nous voulons utiliser. On descend, on vérifie s'il y a quelque part UUID. Voilà, il y a UUID. 140 points. On peut copier et on vient dans Pipspec YAML et puis vous collez la dépendance. Une fois collé, vous le savez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut publier. Ça doit renvoyer la valeur 0 pour dire qu'il n'y a pas de problème. Ça renvoie 0. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux fermer Pipspec. Et puis, je reviens un peu ici. Je peux dire, je crée une variable que je vais appeler ID. Que cette variable doit être initialisée par un numéro qui sera généré automatiquement par notre UUID. Mais pour l'utiliser, on doit nécessairement l'importer parce qu'on vient de l'intégrer. Dans la documentation, moi, on m'avait dit qu'on vous a mis la connexion gratuite. Oh. C'était une étudiante qui m'a dit ça la semaine passée. Oh non, il peut se mettre sur connexion gratuite, comme côte à côte à côte. Ça, c'était faux. Ah. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On doit mettre ces packages au niveau de l'importation. Donc, on doit l'ajouter où? Au début. Ça va nous permettre d'utiliser UUID. Maintenant, UUID, pour l'utiliser, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On crée une variable et on appelle cette fonction. Vous voyez? C'est la documentation qui nous dit. On vient ici, UUID. Mais pour générer
la numérotation ou bien le code qu'on veut. Il y a plusieurs versions UUID. Nous, on va préciser quelle est la version que nous voulons qu'il génère pour nous. Si on ne connaît pas les versions, on peut aussi aller au niveau de la documentation. On dit ici, il y a plusieurs versions. Il y a la version 1, il y a la version 2. Donc, UUID.vd. Donc, on vient ici, UUID.v combien? VD. Bon, je peux prendre ça. Ça génère à 4 digits. Pourquoi il y a un rouge? On vérifie. On a introduit le package. V. Il n'y a pas de VD. Moi, j'ai écrit quoi? Donc, V4 aussi existe. Pourquoi on n'a pas vu le V4? Bon. Il n'y avait pas initialisé? Comment on doit l'initialiser? Hein? Va. On est toujours obligé de passer comme ça. Autre manière, c'est comment? Si on regarde ici, ici d'ailleurs, on a passé par autre moyen. Ah, j'ai écrit I en minuscule. Ah là 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 là, c'est lui, elle qui m'avait menti. Hein. Ah non, mon lunette, on a bon matière. Voilà. On était ici. UUID, on appelle cette méthode. Et puis, point, on peut préciser la version que nous voulons pour qui génère pour nous les valeurs aléatoires. La documentation, j'avais dit, j'avais utilisé la version 2, mais on peut aussi utiliser la version 4. On va voir comment ça va générer. Mais l'information qu'on envoie ici, c'est pas un string. Donc, on peut convertir en string parce qu'on a déclaré notre valeur en string. Ensuite, l'ID qui sera généré, ça sera l'identifiant de notre document. Ça va? OK. Maintenant, ensuite, on peut maintenant renvoyer notre collection des données qu'on a récupérées. On va dire point 7. Qu'est-ce que tu veux fixer au niveau de la collection? Qu'est-ce que tu veux envoyer au niveau de la collection? Qu'est-ce qu'on va envoyer? Voilà. Qu'est-ce qu'on va envoyer? On va dire, premier champ, ça doit être l'ID. Mais la valeur qui doit être dans l'ID, ça doit être le contenu de la variable ID. Suivi du premier champ, ça doit être le nom. La donnée qu'on va transférer, ça doit provenir de la variable nom. Mais si on regarde bien, la variable nom, c'est en rouge. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore déclaré quelque part. Donc, de préférence, lorsqu'on va appeler la méthode ajouter, on doit initialiser les variables comme des paramètres. Là, ça serait intéressant. Donc, on modifie ici, on va dire string nom, string poste nom, string, il y a quoi? Prénom, string, avec quoi? Contact. Comme ça, quand la méthode sera appelée, les données qu'on va transférer seront automatiquement récupérées pour être mis dans notre collection. Poste nom. Pardon? La photo? Ça sera une autre matière. Ils sont en train d'aller mollo mollo.
On risque de s'embrouiller. D'abord, on maîtrise d'abord comment on envoie. Puis on va voir comment on envoie une image. Ensuite, ça sera notre prénom. Ça va prendre la donnée qui est stockée dans prénom. Après, contact. La donnée stockée dans contact. Jusqu'ici, ça va. Pourquoi ici c'est toujours en rouge? La valeur string n'est pas initialisée. La valeur string n'est pas... ce n'est pas initialisé. Qu'est-ce qu'on a dit ici? La valeur... string ne peut pas être retourné. Non, 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 non. Bon, on peut l'initialiser par une valeur nil. S'il fait beaucoup de fiers, on peut dire ici égale, par défaut, c'est une chaîne vide. Mais lorsque l'opération va réussir, la chaîne vide se transforme en quoi? Mise à jour réussie. Voilà. Si la mise à jour n'a pas réussi, qu'est-ce qui va se passer? On aura le message problème rencontré avec le vrai problème. Ça va? Nous sommes en train d'aller mollo mollo. Notre méthode vient d'être terminée. La méthode qui permet d'ajouter un collègue. Donc, cette méthode pour enregistrer ce qu'on vient de réaliser. On envoie une information vers notre table collègue. Maintenant, pour que ça fonctionne, on doit appeler la fonction ajouter collègue dans notre interface Save collègue. C'est ce qu'on veut faire maintenant. La méthode qu'on a créée de l'autre côté, on doit l'appeler dans les boutons qui permettent d'enregistrer collègue. On a terminé à ce niveau ou on laisse quelques secondes? Laisse quelques secondes. Donc, quelle que soit l'application que vous allez faire, c'est la même logique qu'il faut suivre. D'abord, au fond, ça marche. Au fond, là, au lieu de travailler, il y a un message à WhatsApp. Ah, tu n'as un message au bien. Ça n'a pas message au lobby, on a kuna, bah, au ganga. Hein? J'ai repris seulement de dire ce que tu as dit là.
déplacer maman sourire. Arrêtez le message là. Elle c'est sourire. Ah! Donc, il reste maintenant qu'on relie notre bouton élévateur sauvegarder à la méthode ajouter collègue. Qu'est-ce qu'on va faire? On part dans notre bouton, on rentre dans le formulaire Save collègue page, plus précisément au niveau du bouton Elevated Button. Sur là, on avait prévu l'action pour enregistrer. Si on revient bien côté collègue, nous avons dit que l'action ajouter collègue, c'est une tâche asynchrone. D'où, pour l'appeler ici, on doit transformer notre méthode onPress à une méthode asynchrone. On va dire async. Ensuite, on va maintenant créer un objet de la classe. C'est quelle classe? Collègue contrôleur. On va appeler cet objet collègue contrôleur. Le nom de l'objet, je peux dire C. On va dire aussi C. Normalement, on pouvait dire collègue contrôleur. C égale new collègue contrôleur. On avait dit en langage Dart, le new n'est pas obligatoire. On va dire directement collègue contrôleur. On vient de créer notre objet. Maintenant, il suffit maintenant d'exécuter la méthode ajouter collègue. Sachant que cette méthode renvoie un string. Donc, on doit prévoir une variable qui récupère le string qui est renvoyé. Donc, string, on va appeler ça réponse rep égale à quoi? C point ajouter collègue. Point virgule. Quels sont les éléments qu'on est en train de transférer? C'est le nom, le post-nom, prénom, contact. Mais pourquoi il y a un rouge ici? Parce qu'on avait déclaré une tâche comment? Asynchrone, c'est ça, non? Futur. Donc, si on met ici à 5, automatiquement, on va dire avant qu'on stocke une réponse dans rep, il faut attendre qu'on puisse récupérer les résultats qui est renvoyé ici. Donc, nous allons dire ici await. Patienter. Avant de mettre la réponse qu'on a récupérée comme valeur de retour de l'autre côté, il faut d'abord que cette opération puisse terminer. Ensuite, tu récupères le résultat et tu le stockes dans la variable rep. C'est qu'on vient de le dire. Ensuite, on va maintenant tester le contenu de la variable rep qui représente notre réponse là. Nous allons dire si rep, si le contenu de rep est égal à quoi? Quelle est l'information qu'on va envoyer? On peut vérifier, je n'ai pas le message en tête. C'était mise à jour réussie. Je peux même copier. Et je reviens ici. Si l'information récupérée est égale, si l'information récupérée est égale à mise à jour effectuée, alors on suppose que la donnée est stockée dans la base. L combien? L4, oui, c'est ici.
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit informer l'utilisateur que l'opération a réussi. Si on descend un peu, la semaine passée, on avait créé une méthode qui permet d'afficher les informations sous forme de snack bar. Donc, on appelle tout simplement cette méthode. On va dire show information. Quelle est l'information? On va renvoyer le contenu des rep. Une fois qu'on le transfère, on lui donne le contenu des rep, on va maintenant effacer les zones de saisie. On va dire quoi? Je peux même prendre ça et puis modifier. On va dire tu effaces ici, clear, tu nettoies toutes ces zones. Dans le cas contraire, ce n'est pas le message mise à jour effectué. Qu'est-ce qu'il doit nous renvoyer? Le message qui est toujours stocké dans REP. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas mise à jour effectuée, mais ce sera problème rencontré. Il associe le message avec le problème qu'on vient de rencontrer. Si on sauvegarde, avec Auto Reload, on peut tester si tout va bien. Oui, bonjour. C'est en quelle année? C'est la première fois. C'est la première fois qu'il y a testé. Toujours. Maintenant, on va tester si ça marche ou ça ne marche pas. On sauvegarde. On va tester si ça marche ou ça ne marche pas. Paramètres. Les noms. On prend Wangi. Ok, je donne un nom. Et puis, le numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est à cliquer maintenant sur sauvegarder. On clique sur sauvegarder. On regarde qu'est-ce que ça va renvoyer. On vérifie. Il y a la connexion. Ça ne renvoie rien, mais est-ce qu'on avait exécuté tous les projets? Je ne sais plus. Bon, je relance tous les projets pour être sûr que j'avais lancé. Bon, on ressaisit. Je peux aussi vérifier ici. Hein. J'actualise. Pardon? Elle n'est pas ici. Voilà la configuration qu'on avait fait. C'est tout. L'application est déjà reliée avec ça.
OK, comme j'ai actualisé ici, je reviens ici. On reteste. Paramètres. Sauvegarder. Vous voyez, ça nous renvoie quoi? Mise à jour réussie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nettoyé. Maintenant, on peut vérifier côté Firebase. J'actualise ici. Voilà. La table est créée. Voilà. L'information est arrivée. On peut aussi tester pour la deuxième fois. Non? Putanil. Poste nom, Mayoya. Prénom, David. Numéro, on donne un numéro. Et puis on dit sauvegarder. Ça nous renvoie mise à jour réussie. On revient ici, on vérifie. Vous voyez, il y a une deuxième ligne en temps réel. C'est ça. Si je clique, voilà, c'est arrivé. Sérieusement, marché était côté ma bonne délit. Ce qui va nous rester maintenant de voir non, comment envoyer aussi l'image. Il y avait une image, non? Voilà, c'était si on clique, on récupère l'image et on envoie aussi l'image. Donc, à la prochaine séance, on va maintenant voir comment on va récupérer l'image. Je n'ai pas voulu mettre tout au même moment. Comment on récupère l'image? Là, ça va envoyer les données, on envoie aussi l'image. Donc, essayez de vérifier si ça marche chez vous. Mais non, le mot ça, la travail, bon, ça a voulu. Oh.